Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode BookTube. Les BookTubes sont une activité que je vous offre en alternance tous les vendredis. Donc on a un BookTube ou un Oracle Tube où est-ce que je vous partage différents outils qui peuvent être utiles et nous aider dans notre cheminement personnel. Ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, tout ce qu'on fait est en lien avec le bien-être, la santé mentale, le cheminement personnel. Donc si vous aimez ces sujets-là, vous êtes au bon endroit. Mon nom, c'est Stéphanie, et puis moi, je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens, et depuis 7 ans, sur la communauté Vivre à coup de cœur, sur Facebook et sur nos différentes plateformes, je vous offre tous les jours des outils, des pratiques, des exercices, des conférences, des activités, des techniques, différentes approches, des réflexions, différentes informations en lien avec notre cheminement personnel qui peuvent être utiles. Et les partages sont très, très, très importants pour moi pour que tout ce qui est utile et bénéfique puisse circuler puis que les gens puissent y avoir accès. Donc, aujourd'hui, épisode BookTube, je vais vous présenter un livre qui est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Il ne sera pas très loin dans ma bibliothèque parce que c'est un beau rappel de relire ce livre-là de temps en temps. C'est un livre de Jean-Paul Simard qui s'appelle « Pratiquer l'art du vide mental ». Oh là là! Pensez moins, vivez mieux. Ça me fait rire parce que je suis une personne qui a un mental qui s'emballe des fois. Tu sais, qui va... en anglais, on appelle ça « overthinking ». Tu sais, de préparer, de planifier, d'essayer de voir toutes les avenues, alors que, un instant, on est ici maintenant, puis on verra quand on sera rendu aussi. Donc, très, très, très intéressant d'avoir des outils, d'avoir des réflexions pour nous aider à calmer un petit peu ce mental-là. Donc, si c'est quelque chose que vous connaissez, que vous vivez avec, dont vous faites l'expérience dans votre vie, c'est vraiment un livre qui peut vous aider. Donc, on va regarder ensemble. J'aime beaucoup, on a la photo ici de Jean-Paul. Donc, on aime ça, voir le visage de la personne qu'on lit. En tout cas, moi, j'aime ça. Et on nous dit derrière le livre, durant la majeure partie de notre vie, nous devons utiliser toute notre attention et toutes nos facultés mentales. Parfois, c'est même une question de survie. On a besoin de notre mental. Toutefois, dans notre monde en effervescence et en profonde mutation, où la démesure nous envahit plus que jamais et où nous sommes soucieux de rentabiliser chaque seconde de notre vie, Jean-Paul Simard nous propose le concept du décrochage stratégique par le vide mental qu'elle nous invite à mettre en pratique. Donc, on a vraiment un outil dans ce livre-là pour nous aider à explorer quelle est notre racine de cette effervescence mentale-là, parce que ça ne sera pas pareil pour tout le monde. Dans ce livre-là, on va parler des fois de pensées récurrentes qui reviennent. On va parler aussi d'anxiété. On va parler de ce stress de performance qui est toujours là, les prochaines étapes. Donc, il y a vraiment, il y a différentes façons de vivre ce stress mental-là. Puis chacun va pouvoir trouver un petit peu la nature, l'essence de comment ça se présente pour lui ou elle. Mais on va mieux comprendre les autres aussi à travers ce livre-là, parce que peut-être qu'il y a des éléments que vous ne vivez pas, mais vous pensez à des gens que vous connaissez, puis vous dites « OK, je comprends mieux qu'est-ce qui se passe pour cette personne-là ». Puis on peut voir aussi comment on peut s'aider nous-mêmes, s'apaiser nous-mêmes, et comment on peut être apaisant pour les autres. Donc, j'aime beaucoup quand il y a une table des matières. C'est pas tout le monde qui a une table des matières. Puis moi, vraiment, quand j'ouvre un livre, c'est pas ni la couverture, ni la dernière de couverture qui va m'interpeller. C'est la table des matières. Je veux savoir de quoi on parle dans ce livre-là avant de voir si je vais me le procurer ou pas. Donc, bravo, on a ça ici. Donc, dans la table des matières, on a l'introduction « Pensez moins, vivez plus ». Chapitre 1, « La pollution mentale » qui est explorée. Chapitre 2, « La rumination mentale ». Chapitre 3, « La dispersion mentale ».
distraction, dispersion. Donc, il y a des personnes qui vont se reconnaître là-dedans. Chapitre 4, la sagesse du vide. Chapitre 5, les remèdes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider? Et la conclusion, pour le meilleur sans le pire. J'aime ça. Donc, j'ai des post-it ici pour vous partager différents éléments de ce livre-là que je pense qui pourrait être intéressant pour vous aider aussi à voir si cet ouvrage-là est quelque chose qui pourrait être utile pour vous. Honnêtement, je pense que ce livre-là est très utile pour, en tout cas, pas mal tout le monde, hein? Parce que des fois, ça spinne, ça part en vrille, puis 3 heures du matin, tu essaies de dormir, puis ton cerveau, il décloche pas. Vraiment, bon, je recommande vraiment de lire ce livre-là parce que ça peut vraiment aider. Donc ici, on nous dit « Nous connaissons le vide mental par les pratiques de méditation et de pleine conscience. » Ça, on en a déjà entendu parler. Mais que savons-nous du vide mental appliqué à la vie? Les applications sont nombreuses. Elles vont de la détente, oublier, décrocher, lâcher prise, à la lutte contre les idées noires et les sentiments négatifs, pensées toxiques, peur, anxiété, angoisse, fixation, rumination, obsession, phobie et dépendance. Le vide favorise au plus haut point l'activité mentale. Okay? Il fait du cerveau, du mindset, un instrument neuf et créatif. Il assure la détente et le repos de l'esprit. Plusieurs le comparent à la zénitude, mais il est beaucoup plus que ça. Okay? Donc, en introduction, on nous parle un petit peu de ce qu'on sait déjà, mais on nous fait des petits clins d'œil sur ce qu'on n'a peut-être pas exploré encore. Donc, ici, on nous parle du vide et de la loi de l'optimum. Okay? Connaissez-vous la loi de l'optimum? Cette loi tient entièrement dans l'alternance action-repos. Le corps et le cerveau ne sont pas faits pour fonctionner constamment à plein régime. On sait, parce que des fois, c'est là que l'épuisement va survenir. Toute période d'activité intense, activisme, multitâche, suremploi et tout épisode de tension émotionnelle aussi, donc événements angoissants, stressants, perturbateurs, doivent être suivis d'un moment de détente et de relâche. Le trop-plein qui en résulte doit être compensé par une cure de vide. Puis je vous dirais, c'est ça qu'on oublie trop souvent. On est là, puis on avance, puis go, 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 puis OK, un défi, je suis passée par-dessus, on continue, on avance, on y va. OK, une autre épreuve, OK, on est passé, on continue. Mais, mon Dieu, faut se déposer à un moment donné, là. Tu peux pas tout le temps être en train de courir. Puis je sais que pour accompagner des personnes en individuel, des fois, on pense pas à ça. On est tellement dans régler des choses, on est tellement dans descendre la liste de tâches, puis de dire, OK, il faut que je me libère, que c'est un après l'autre, après l'autre, après l'autre, puis tu n'as pas le temps de récupérer, de te régénérer. Tu es tout le temps dans l'action. Ça marche pas, ça. Donc, ce livre-là nous fait des beaux rappels de ce côté-là. Ici, dans l'introduction aussi, on nous dit, pour vous mettre l'eau à la bouche, je vous propose dès maintenant ce petit exercice à faire pendant la journée. Okay? Donc, l'auteur, en fait, Jean-Paul, nous propose des exercices aussi dans ce livre-là. Fermez les yeux et imaginez votre cerveau totalement vide. Vide du passé, vide du présent, vide de l'avenir. Dépouillez votre esprit de tout, même de vos projets, de vos rêves et des bonnes choses de la vie. Ça, là, c'est intéressant. Je fais une petite parenthèse, là, parce qu'il y a beaucoup d'approches qui vont aller dans ce que moi j'appelle la positivité toxique, là, à tout prix, là, qui est juste comme pense juste à ce qui va bien. Non, le vide mental, là, c'est qu'on vide tout. OK? Donc ça, c'est intéressant. Abandonnez tout le bon et le mauvais, complètement vide. Essayez de tenir un petit moment comme ça. Que reste-t-il? Une sorte de soulagement mental, si court soit-il. Ça se peut que la première fois que vous faites un exercice comme ça, ce qui reste quand il y a le vide, c'est une angoisse parce que c'est vide. On n'est pas habitué à ça. Mais ce qu'on nous propose avec un outil comme ça, c'est de s'exercer, de pratiquer, d'apprivoiser, d'apprendre à aimer ces moments de vide-là où est-ce qu'on peut récupérer. Donc, c'est de la pratique. Ça peut être inconfortable au début.
C'est correct. Je vous le dis souvent, hein? C'est pas parce que c'est inconfortable que c'est pas bon. Des fois, il faut apprivoiser. Donc, le vide comme art de vivre. S'entraîner au vide, cependant, n'est pas évident. Nous sommes plus enclins à remplir notre cerveau qu'à le vider. Le cerveau cherche constamment de quoi réfléchir, de quoi s'alimenter. Certes, nous avons besoin de penser comme nous avons besoin de nourriture pour vivre, mais il y a aussi un danger, celui de la grignoterie nerveuse. J'aime ça, Jean-Paul. De la boulimie, du besoin de manger de façon compulsive, la même chose avec les pensées. L'analogie avec la nourriture s'applique très bien à la vie mentale. Se nourrir de pensées devient à la limite une forme de dépendance qui s'ajoute à toutes les autres. C'est intéressant comme réflexion de dire, est-ce que je suis addict aux pensées? Est-ce que, tu sais, je pense donc je suis, mais est-ce que je suis aussi quand je suis juste là? J'adore ces pensées-là, mon petit côté philosophe, là, très, très heureux. Donc, ici, on nous dit, en fait, le vide mental est au cerveau ce que le repos est au corps. Surchargé, surstimulé, la machine cérébrale surchauffe, s'use et finalement s'affaisse. On pourrait comparer le phénomène au budget familial. Quand on vit au-dessus de ses moyens, on rencontre tôt ou tard de graves problèmes. À un moment donné, il faut savoir arrêter de penser et vivre. Donc, c'est quand même, ça part, on sait exactement de quoi on va parler dans ce livre-là. Ici, là, je vais vous parler de certains éléments de rumination parce que c'est quelque chose que j'entends souvent parler sur les différents réseaux sociaux quand on parle de santé mentale. C'est quelque chose qui revient dans mes accompagnements, c'est quelque chose qui revient aussi. Donc, on va explorer ça un petit peu. L'auteur, dans le chapitre 2, on parle de rumination mentale. Donc, l'une des caractéristiques importantes de la rumination est que la personne n'arrive pas à rester dans le présent. Elle oscille constamment entre la peur du passé et l'appréhension de l'avenir. Pour le passé, les ruminations portent généralement sur des sujets de perte, sur les conséquences et les causes qui s'ensuivent. Pour le futur, elles portent sur des sujets de menaces, de risques, d'insécurité, de tromperie, de vengeance, de jalousie, etc. Donc, c'est vraiment cette incapacité de rester dans le moment présent parce qu'on roule toujours sur ce qu'on a déjà vécu ou sur ce qu'on a peur qui arrive. OK? Ici, on parle aussi des idées noires. Parce que la rumination, ça peut avoir un lien aussi avec les idées noires. Donc, qu'est-ce qui peut provoquer l'éruption des idées noires dans la conscience? Ces idées peuvent être le fait d'un tempérament bilieux qui a tendance à voir tout en noir. Elles peuvent aussi survenir après un choc émotionnel, une perte, une mésentente, une dispute ou un conflit quelconque. L'événement passe et repasse dans l'esprit comme un éternel refrain. Cela affecte évidemment le quotidien de la personne. Celle-ci ne peut plus se concentrer sur son travail, son sommeil, se retrouve hypothéquée et sa vie semble marquée du sceau du malheur. Faire attention à ça, hein? Quand tu penses que un mauvais moment, une mauvaise période équivaut à une mauvaise vie puis que ça va toujours se répéter, danger, danger. On veut surveiller ça, on veut faire attention. OK? Donc, ici, attendez un petit peu, je vais vous sortir un autre élément. OK, on nous parle, excusez, des ruminations addictives. OK? Donc, les dépendances. L'addiction ou la dépendance possède de grandes affinités avec la rumination. Au lieu de porter sur des idées noires ou sur des idées récurrentes qu'on n'est pas capable de laisser partir, elle porte sur un objet de dépendance. Cet objet peut être l'alcool, la drogue, le jeu, la boulimie, l'anorexie, la dépendance affective, l'achat compulsif, le sexe, les nouvelles technologies ou quelques autres formes de dépendance que ce soit. Le domaine s'avère très vaste, si vaste qu'un spécialiste avouait récemment que l'on découvrait une nouvelle dépendance chaque mois. Ça, je vais faire une petite parenthèse. Ça m'a fait rigoler quand je lisais ce livre-là parce que il y a quand même régulièrement des moments où est-ce que Jean-Paul Simard va dire, par exemple, si vaste qu'un spécialiste avouait récemment que l'on découvrait une nouvelle dépendance chaque mois. Mais c'est qui le spécialiste? Je ne sais pas, on ne sait pas, c'est pas écrit. Donc, de temps en temps, dans le livre, l'auteur va dire quelqu'un a fait une recherche, quelqu'un a découvert, mais
On ne sait pas c'est qui. Donc ça m'a fait rigoler un petit peu parce que j'étais comme, ah ouais, c'est qui? Mais non, on ne sait pas. Mais c'est intéressant, puis c'est plausible, c'est ça. Ça fait du sens, mais on ne sait pas c'est qui. Fermeture de la parenthèse. Peu importe la sorte de dépendance, on retrouve toujours à la base le même phénomène de recensement, de calcul, de supputation ou d'obsession. Okay? Donc, le lien entre la rumination, les pensées récurrentes et la dépendance, très intéressant à aller explorer aussi. On nous parle ici, OK, attendez un petit peu, au niveau de la dispersion mentale. OK, la dispersion mentale, il y a une section ici qu'on nous dit, on sait que la dépression survient fréquemment après un survoltage d'activité. Réaction très logique puisque la dépression entraîne un ralentissement, okay? Une réaction à la vitesse dans tous les registres de la vie quotidienne. Notre corps prend sa revanche. Comme il se sent de plus en plus agressé, étouffé, malade, il nous dit en son langage, il y a des limites à être pressé, il y a des limites à ne pas vivre. Tu ne veux pas ralentir, je te ralentis. La dépression, tout ralentit, tout est moins stimulant, là. C'est comme... Fait que le corps va faire sa pause de cette façon-là. OK? Donc ça, c'est intéressant à explorer. Un autre élément qu'on explore au niveau de la dispersion mentale, c'est le perfectionnisme, mes amis. Donc, il y en a certains qui vont dire « Ah ah, ce chapitre-là va être bon pour moi ». Il y a une différence entre la recherche de l'excellence et le perfectionnisme. L'excellence produit une satisfaction qui laisse l'individu dans un état de satisfaction et de gratitude. Le perfectionnisme, au contraire, engendre chez la personne le sentiment de l'incomplet, de l'inachevé, voire de l'échec conduisant à une insatisfaction chronique. Hein? Donc, explorer ça, ça peut être quelque chose de très, très bien. OK. Ici, là, dans la section des remèdes, il y a une belle réflexion que Jean-Paul Simard nous propose et nous dit ici, il faut toujours revenir au fait que j'ai mentionné plus haut, à savoir que lorsque nous essayons de chasser une pensée de notre esprit, nous lui donnons une plus grande chance de s'enraciner dans notre mémoire. Même chose quand nous voulons chasser une tentation ou lutter contre une forme de dépendance quelconque. Plus nous luttons contre le sentiment ou la tentation, plus il nous domine. La psychologie est claire là-dessus. On va naturellement vers ce qui retient notre attention et ce à quoi on pense. Par exemple, si vous répétez constamment « je dois arrêter de manger autant, de fumer, d'avoir peur », vous fixez toute votre attention précisément sur ce que vous voulez éviter. Il n'est pas surprenant que tout cela réclame une place dans notre mental et notre attention. Je vous dis, il y a des petits bijoux dans ce livre-là que vous pouvez lire puis faire comme « Oh, OK, j'ai jamais pensé à ça. Peut-être que ça pourrait m'aider à le vivre autrement avec cette nouvelle prise de conscience-là. » Un autre élément dans les remèdes que j'ai beaucoup aimé, puis on en parle souvent sur la communauté, vivre à coup de cœur, c'est d'arrêter de rationaliser. Quand une émotion est là ou qu'on vit un état, le fait de se l'expliquer, de justifier puis de rester dans le mental, ça fait qu'on touche moins à l'émotion. On est plus confortable ici, mais ça ne disparaît pas ici. C'est encore là. Donc ça revient, puis ça revient parce que on ne l'a pas vécu, on ne l'a pas apprivoisé, on ne l'a pas accueilli, on ne l'a pas expérimenté. Cette émotion-là, on l'a rationalisée. Vraiment super contente qu'on en parle dans ce livre-là. Donc ici, c'est essayer de rationaliser. À plusieurs reprises, j'ai fait allusion au fait que nous pensons trop. Souvent, cette attitude mentale prend la forme du raisonnement excessif qui nous emprisonne dans des schémas purement intellectuels. Il est facile de se laisser prendre au piège de ses propres pensées et d'en devenir esclave. De pensée en pensée, de raisonnement en raisonnement, nous finissons par verser dans ce qu'on appelle le cérébralisme, qui est une forme d'encombrement du mental et parfois de rumination intellectuelle aussi. Donc, on ne veut pas rationaliser, on veut vivre ces émotions-là.
Ici, j'ai un petit post-it. On nous parle de quelque chose qu'on peut faire aussi pour nous aider. Donc, par exemple, devant un problème qui vous stresse, au lieu de vous précipiter sur la recherche de la solution, respirez. Première étape. Je respire, j'accueille, j'observe ce qui se passe en moi. Je ne suis pas obligée de chercher une solution tout de suite. Ce qu'il faudra faire ou penser par la suite vous apparaîtra avec plus d'évidence. Devant un choc émotionnel, mettez-vous à respirer. Devant une douleur ou une souffrance quelconque, respirez. La respiration donne la capacité de penser et d'agir. C'est ainsi qu'en général, le candidat à la maîtrise de soi doit être un adepte de la respiration. C'est une façon d'introduire dans tout l'organisme un élément de force et d'équilibre qui rejaillit sur tous les plans de la vie. Là, on nous parle, dernier post-it, on nous parle de cultiver le silence mental. Comment on fait? Puis c'est quoi le silence? Donc, le vrai silence ne consiste pas seulement à s'abstenir de parler. Il nécessite un effort allant bien au-delà de la simple fermeture des portes de sa demeure. Il exige de tamiser les lumières extérieures au profit de celles du dedans, au sens propre comme au sens figuré. Pour ça, on doit tenir sa vie à bonne distance d'un monde dominé par la mascarade des écrans, de la télé, de l'ordi, des téléphones intelligents, des tablettes numériques, des iPads. Apprenons à fermer souverainement les yeux sur un certain nombre de réalités en forme de leurre qui nous détournent de nous-mêmes. Loin du tumulte et du bruit, le monde refait sens. Donc, ce que je retiens en fait de ce dernier passage-là, c'est que le fait de pratiquer l'art du vide mental va nous permettre de prendre du recul, de se centrer, de s'apaiser et de voir le monde d'une façon différente. Puis ça va permettre de voir plus clair. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Je vais vous mettre sous la vidéo différents liens pour en savoir un petit peu plus sur l'auteur, le livre, la maison d'édition. Et je vais vous mettre aussi sous la vidéo, si vous aimez tout ce qui touche au bien-être, la santé mentale et le cheminement personnel, je vais vous mettre les différents endroits que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur pour parler de toutes ces belles choses-là ensemble. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Et on se voit dans 2 semaines pour un autre booktube et la semaine prochaine pour un oracle tube. Merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!